Marie-Laure Collet, besoin de présenter l'APEC, je ne crois pas. Mais dans les métiers du numérique, qu'est-ce que vous pouvez, je commence avec vous parce que vos délais sont courts pour intervenir. Sur ces métiers du numérique à l'APEC, quel est votre regard, votre point de vue? Et on viendra après tout à l'heure sur les actions à mener puisqu'on est effectivement sur ce tournée demain. Qu'est-ce qu'on fait demain pour mettre plus de femmes dans le numérique? On vous écoute, Marie-Laure. Bonjour à tous et tous. Alors, j'ai un petit écho, donc je vais essayer de me concentrer. En fait, oui, donc j'ai pris la présidence de l'APEC en janvier dernier. L'APEC même si je ne vais pas vous compte sur ce qu'est l'APEC, l'APEC bénéficie d'un mandat de service public pour délivrer trois grandes actions. Premièrement, assurer la sécurité et la sécurisation des parcours professionnels tout au long des cadres, du diplôme jusqu'à la retraite. Ça, c'est la première grande mission. Nous sommes présents d'ailleurs au plus près des territoires avec 52 centres APEC répartis en France métropolitaine et dans les cantons. Et nous avons tous nos collaborateurs. La deuxième grande mission, c'est d'accompagner essentiellement les TPE-PME à réussir le recrutement en mettant en avant le public les plus éloignés de l'emploi ou dits fragilisés, à savoir les jeunes diplômés, les personnes dites seniors, les personnes en situation de handicap et les chômeurs de longue durée. Et la troisième grande mission de l'APEC, c'est de travailler à la prospective par le biais de la production d'études sur tous les sujets concernant les cadres, à la fois sur des enquêtes nationales, des enquêtes territoriales, des enquêtes sectorielles, des enquêtes sur le métier et bien sûr sur la prospective des besoins des organisations de notre pays. Voilà, pour faire très simple et rapidement, ce qu'est l'APEC. C'est une organisation paritaire, donc avec une gouvernance qui représente les organisations patronales et de salariés, et avec une alternance tous les 2 ans. Alors, en ce qui me concerne, et je vous remercie pour votre invitation, je représente le MEDEF. Je suis vice-présidente du MEDEF en Bretagne et mon mandat est fléché Fédération Syntec. Alors, le Syntec porte 5 grandes branches professionnelles: 1 le numérique, 2 l'ingénierie, 3 le conseil, 4 la formation professionnelle et 5 l'événementiel. Donc, en fait, nous sommes une fédération qui vient en transversalité de tous les secteurs d'activité, puisque nous intervenons par nos métiers dans tous les secteurs d'activité. Alors maintenant, pour répondre à votre question sur le numérique, et plus particulièrement de la place des femmes dans ce secteur, qui est un secteur à part entière, mais qui aussi intervient sur l'ensemble des secteurs d'activité, évidemment, nous pouvons déplorer que décennie après décennie, les femmes qui étaient pourtant pionnières dans ce secteur à l'origine, eh bien, se sont raréfiées. Alors moi, je prends les chiffres de l'APEC. On a aujourd'hui 23% des femmes en 2020 qui, et d'ailleurs, je conseille une étude de numérique, qui œuvrent dans le secteur numérique. On développe finalement en position de management à peine 15%. Et donc c'est quand même assez incroyable, alors que évidemment ce n'est pas une question de compétence ou d'aptitude, mais plutôt peut-être à l'origine une question d'appétence. L'appétence n'est pas stimulée. Alors le monsieur qui intervenait, j'ai oublié le nom avant moi, parlait des jeunes femmes ou des jeunes filles. Moi je parlais des enfants, c'est-à-dire que dès la maternelle, le primaire, le collège, il y a un manque de sensibilisation extraordinaire sur les métiers du numérique. Alors là, je pense que c'est pas une même question de genre, c'est le global. Et puis après, naturellement, lorsque on s'occupe de l'orientation, plus particulièrement de la gente féminine, on ne pense pas naturellement au numérique. Donc pour moi, il faut, à l'instar de ce qui est paru dans quelques médias professionnels
modestie lorsque j'ai vu en mars qu'elle était encore ministre du Travail, que finalement l'orientation nous semblait finalement pas à sa place dans le ministère de l'Éducation nationale et que je voyais davantage dans le ministère du Travail, parce qu'en fait on a des enseignants aujourd'hui qui n'osent pas du tout au fait de ce que sont les métiers du numérique et qui ne connaissent pas les besoins des entreprises. D'accord. Et donc en fait on est en train de critiquer, et en France on est très fort pour critiquer, notamment les institutions ou certaines corporations, mais les enseignants font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et je pense qu'à l'origine, on doit d'abord travailler sur l'éducation nationale, sur les matières qui vont orienter plus tard les jeunes sur tous ces métiers du numérique. Et je parle entre autres des mathématiques, et de la façon dont sont enseignées les mathématiques doit être aussi repensée. Mais aussi lorsque l'on oriente et on réoriente les gens tout au long de leur vie, tout au long de leur carrière, parce qu'il y a de la transférabilité possible sur certains métiers, sur les métiers du numérique, à 30 ans, à 40 ans, etc. Parce que les métiers du numérique sont pluriels, avec des besoins en formation très différents. On n'est pas tous obligés d'avoir un bac plus 5, d'être docteur en matière scientifique pour travailler dans le numérique. Et donc cette orientation première et ces réorientations qui vont se faire tout au long de la vie, elles doivent correspondre aux besoins des entreprises, que l'on soit le secteur du numérique, qu'on soit un autre secteur qui a besoin de compétences dans le numérique. Et donc je parle de l'appétence. Cette appétence n'est jamais stimulée, notamment dans la population féminine. Donc évidemment, il faut l'éveiller très tôt, mais il faut soutenir cette stimulation tout au long de la progression des jeunes filles, des enfants, des jeunes filles et des jeunes femmes, puis de moins jeunes femmes et moins jeunes hommes également, pour combler ce déficit. Je ne connais pas le chiffre qui a été annoncé, à savoir le nombre de 700 à 900 000 compétences sur le plan européen dans un horizon très proche, et je trouve que c'est effectivement dramatique parce qu'on va payer. Et comme nos secteurs d'activité aujourd'hui qui peinent parce que le manque de compétences et de ressources, on a aussi oublié, il y a bien sûr les phénomènes de chute des talents, mais il y a aussi un phénomène démographique fort. Et donc il faudra savoir aussi accueillir certaines populations et les former sur ces métiers, qu'ils soient hommes ou femmes, bien sûr puisque c'est une thème, un accent particulier sur la gente féminine. Merci. Marie-Laure, on va faire tourner la parole sur le constat avant de trouver éventuellement les leviers. On va continuer. Vous parliez, Marie-Laure, de Big Bang, de l'orientation que les jeunes filles. On a justement la chance de vous avoir, Delphine. Alors, je rappelle que vous êtes coordinatrice égalité filles-garçons dans les métiers du numérique à l'Académie de Paris. Et je crois que vous avez des chiffres très précis. Justement, c'est des chiffres qui datent de quelques heures. Sur les choix d'orientation. Alors, je pense qu'il faut que vous... Ah, d'accord. Merci. Là, c'est bon ? Voilà. Ok, merci. C'est pas beaucoup l'habitude. Merci beaucoup déjà pour votre invitation. Peggy, merci de nous avoir mis en relation. Oui, je suis entre autres référente égalité filles-garçons dans les métiers du numérique auprès de Philippe Taillard, qui est donc le délégué académique du numérique éducatif, et lui est conseiller de directeur. Donc voilà, pour vous situer un petit peu sur l'académie, et chaque académie fonctionne ainsi, mais à première vue, il n'y a pas de référent égalité filles-garçons dans les métiers du numérique, comme le disait Alexis Kaufmann, qui fait le lien au ministère. Donc je suis ravie d'être parmi vous, parce qu'effectivement, quand Peggy m'a demandé de participer à cette table ronde, tout de suite j'ai dit à Philippe, là il nous faut des chiffres. Donc on allait le faire, mais là c'était l'urgence. Donc mercredi dernier, donc veille de l'Ascension, j'ai mené une enquête auprès des enseignants de NSI, première et terminale, pour savoir combien de filles et de garçons étaient présents dans leur classe. Donc des chiffres tout frais, vous avez raison. Donc il y a aujourd'hui, là sur 2021-2022, sur l'Académie de Paris, juste sur l'Académie de Paris, 21% de filles en NSI sur l'ensemble des classes de première et de terminale. D'accord ? Pour recontextualiser, c'est pas catastrophique, parce que je rappelle que nous sommes dans une spécialité
qui voit le jour depuis 2019 avec la réforme du bac. Donc là, on est vraiment, comme dit Philippe, c'est hier, 2019 dans l'éducation nationale. Donc on est sur une spécialité parmi 13 spécialités proposées à tous nos jeunes. Donc voilà, il faut bien recontextualiser. Par contre, il y a une faible représentativité des filles en NSI. Donc cette faible proportion s'explique par plusieurs facteurs. Donc déjà, NSI, pour resituer, c'est première terminale, c'est la spécialité de première terminale, et c'est le continuum de l'enseignement obligatoire en seconde où ils ont SNT. Donc voilà, déjà on pose des questionnements. Ensuite, il y a autre chose, il y a aussi le fait que NSI n'est pas présent dans tous les établissements. Nous avons 140 établissements, 47 donc spécialités NSI qui sont proposées, donc ça veut dire un tiers. La spécialité NSI est proposée à un tiers dans les établissements. Et puis, ce que l'on peut relever malgré tout, c'est qu'il y a quand même peu d'actions de médiation sur les formations et les métiers numériques en direction des collégiens. Donc ça, on remonte un tout petit peu. Au niveau des collèges, effectivement, on constate qu'il n'y a pas assez d'actions de la part des enseignants pour dire à ces jeunes collégiens, les métiers du numérique, c'est pour tous. Et puis, avoir de la représentativité de femmes dans le numérique dans les collèges. Donc, faire venir des intervenants extérieurs. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de la faible représentativité. Donc après, au niveau de l'érosion des effectifs entre première et terminale, parce qu'on passe, on a seulement 41% d'élèves en spécialité NSI de première qui poursuit en terminale. Alors c'est très simple. En fait, ça part d'un bon sentiment de la réforme. Le ministre a dit en première 3 spécialités. Et en terminale, il en reste combien? 2. Le problème, c'est que nos jeunes filles qui ont... pardon, messieurs. Mais à cet âge-là, sont plus carrées et plus dociles par rapport aux parents. On pense avec Philippe et Christopher Kuhl, excusez-moi, c'est l'inspecteur de NSI. Avec lui, on a fait tous les 3 cette réflexion. On pense effectivement que la pression familiale, au niveau de l'orientation, est plus prégnante et que les jeunes filles seront plus à même d'écouter les parents pour dire l'orientation, c'est plus tard. Donc attention, NSI, aujourd'hui, quand on regarde les prérequis sur Parcoursup, si tu veux faire des études en sciences ou des grandes écoles, c'est maths physique. Et ça, la question se pose aussi sur les études supérieures, les prérequis. À quel moment? Donc il y a la MP2I aujourd'hui, la prépa MP2I, très peu de prépa MP2I ouvertes. Donc, mais ça a le mérite d'exister aujourd'hui. Donc voilà, on pose ces réflexions-là. Voilà, et puis maintenant, abandon plus important des filles entre la première et la terminale. Donc on passe de 23% de filles en NSI en classe de première à 17% en terminale. Donc on pose des hypothèses. Ça peut expliquer la chute de la part des filles. Donc, comme je le disais, les filles osent moins sortir des schémas classiques d'orientation. Pas de prise de risque. Un garçon qui s'appelait un NSI va dire moi je continue aussi en terminale et puis adviendra que pourra. De toute façon, je suis meilleure et puis on me prendra. Donc les jeunes filles, c'est quand même beaucoup plus fragile là-dessus. Une pratique pédagogique en NSI de classe de première peut adapter à la présence minoritaire des filles. Donc ça, effectivement, en première, quels sont les projets qui sont portés par les enseignants? Et j'entendais Madame juste avant, et je suis entièrement d'accord avec elle, je ne peux pas dire le contraire. On a des enseignants extraordinaires sur le terrain, tous les jours, qui donnent le meilleur. Mais ils ont malgré tout, donc comme je le disais, un passage de seconde à première en NSI, moins de filles, plus de garçons. Lorsqu'on va porter un projet auprès de ces classes, souvent on fait voter les élèves sur ces projets. Et quand il y a plus de garçons que de filles, obligatoirement, c'est mathématique. Ça va être plus un projet qui parle aux jeunes garçons. Et donc peut-être que les filles en terminale vont laisser tomber. Et puis on revient sur la première, la même raison que la faible représentativité, c'est-à-dire peu d'actions éducatives. Donc voilà, on essaye, donc même en première, peu de représentation féminine, d'extérieur, d'intervenants extérieurs. Alors pour la petite histoire, je suis le profil type de la personne qui est tombée dans le numérique par hasard. Je ne suis pas du tout, quand même un peu dans le numérique. Je me suis reconvertie il y a 3 ans en passant un master
donc ingénierie de l'information et des métiers du numérique. Et donc, à la Sorbonne, et c'est là où Philippe Taillard m'a recruté, m'a remarqué. Voilà. Et donc, j'étais enseignante d'éco-gestion. Donc, vous voyez, j'ai fait un pas comme ça. Et donc, l'académie mène beaucoup d'actions. Donc, c'est là-dessus où je suis coordinatrice. C'est-à-dire qu'on va travailler, alors vous connaissez peut-être Prologin. Donc, nous avons mené une journée d'action des rencontres du numérique où là, effectivement, on a dit à nos enseignants de première et terminale, on a invité les enseignants de première et terminale à participer donc à ces 2 heures de rencontre avec, donc c'était découpé, donc là c'est une première action. La première action c'était rencontre avec des femmes du numérique qui témoignaient, donc à distance, puisque comme ça on pouvait vraiment avoir beaucoup de monde. Et puis le deuxième temps, chaque élève allait dans des ateliers, donc il y avait 7 ateliers proposés de formation, et allait à la rencontre d'étudiants pour s'interroger et dire est-ce que c'est possible pour moi. Et donc on avait sélectionné des bac+2 à bac+7. Donc comme ça, tous les élèves pouvaient s'imaginer possible. Parce que bien évidemment, souvent on se dit oui, mais c'est pas pour moi parce qu'il faut obligatoirement des études à bac+5 ou 7. Moi, je suis fatiguée, j'ai envie d'arrêter. Donc on a vraiment essayé de faire ça. Et comme ça a marché, l'année prochaine, on propose à la région, voire au national. On a aussi une autre action, je vous parle des plus récentes là, c'est Trace Academia. Et donc là, on a fait le test avec Trace. Donc, expérimentation auprès de 7 établissements, 13 enseignants qui ont regroupé 480 élèves. Et là, on a mis entre les mains une application des élèves de seconde SNT pour qu'ils testent une application sur 4 semaines, il y a 4 modules, pour casser les stéréotypes et dire aux jeunes filles, c'est possible pour vous. Et là, j'ai dit à mes enseignants, tous les élèves, c'est pas filles, c'est filles et garçons, parce que les garçons, bien que nos jeunes aujourd'hui sont moins dans cette optique et impliquent beaucoup plus les filles, mais il faut aussi que l'idée soit ancrée chez les hommes, les jeunes garçons. Nous avons aussi d'autres actions à venir avec donc 42 Paris, donc l'école de Xavier Niel. Dirigée par Sophie Vigier, donc à Paris 17. Donc là, sensibilisation auprès de nos cadres de l'académie, c'est pas mal. Et puis, donc pour dire comment ça peut fonctionner aussi, cette parité au sein d'une école, puisque Sophie Vigier est très dynamique sur ce sujet. À venir aussi un partenariat avec CGI, le RSE de CGI. Et donc là, on va toucher plus les collégiens, donc de la 5e à la 3e, où on va constituer un parcours. Voilà, donc en globalité, femmes et numérique, avec lesquelles je suis rentrée en contact grâce à Alexis Kaufmann du ministère. Et puis donc un partenariat avec Jean Zé, puisqu'on propose, comme le disait Madame Paillard, la conférence juste la dernière semaine avant la Toussaint. Donc voilà, et là, tout ça pour vous dire que toutes ces actions, elles sont réfléchies, mais c'est surtout pour toucher, en fait, collège, lycée et après. Donc voilà, c'était important pour nous à l'Académie de Paris d'avoir des actions et nos enseignants, on les emmène avec nous et voilà. Et on se reverra pour faire un bilan et avoir d'autres chiffres sans doute. Mais on va continuer avec, merci beaucoup Delphine, avec vous David Buan, puisque vous êtes le directeur général d'Advance dans la cybersécurité, métier qu'on pourrait penser très masculin. Alors vous, votre regard sur tout ça, parce qu'il y a des choses qui doivent vous interpeller. Quand on parlait de Big Bang, de l'orientation, action dans les lycées, mais vous pensez qu'il faut aller encore plus jeune, chercher les futurs talents de demain qui pourraient vous rejoindre. On vous écoute. Peut-être en 2 secondes, je vous présente Advance. Donc nous, on est un acteur de la cybersécurité. On est une société d'à peu près 350 personnes qui grandit fortement. L'an dernier, on a fait près de 50% de croissance. Et en fait, notre métier, c'est simple. On se bat face aux cybercartels. Donc en gros, c'est les attaquants en Russie, en Iran, je ne sais où, qui attaquent nos entreprises, nos institutions publiques, les hôpitaux, les mairies, les villes, qui, entre guillemets, prennent en otage leur numérique contre rançon. Voilà. Donc ça, c'est notre quotidien. D'abord, je voudrais faire, je partage tout à fait ce qui a été dit, je voudrais juste faire un petit zoom sur la partie cybersécurité. Déjà, donc, la pénurie de ressources, on l'a aussi. En France, aujourd'hui, c'est 15 000 ressources qu'il manque en cyber. Et ça ne va pas aller en s'améliorant, parce que même si on forme plus de monde, comme le numérique va en augmentant, ça ne fait que croître, malheureusement, cette pénurie. Donc c'est un vrai enjeu de guerre de talent. Deuxième sujet, sur la féminisation en cybersécurité, c'est encore pire que dans le numérique. Pour vous donner un chiffre, c'est à peu près 11%. Le taux de femmes dans le numérique. Donc c'est encore 2 fois pire
que le numérique au sens large. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ce n'est pas inéluctable. Enfin, nous, chez Advance, on a de la chance. L'an dernier, on a recruté un peu plus de 100 personnes. Et sur les 100 personnes, on avait 30% de femmes. Donc elles existent, il faut les trouver. Et voilà. Et comment, entre guillemets, les capter et surtout créer des vocations, parce que le sujet, il est bien là. Enfin, nous, on arrive à capter, je dirais de manière plutôt efficace, les femmes motivées. Mais l'idée, c'est plutôt de créer plus de vocations et très tôt, comme vous le disiez. Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. Déjà, il faut tuer les stéréotypes. En cybersécurité, il y a énormément de stéréotypes qui sont portés par des films. Voilà, je ne sais pas comment vous imaginez les gens dans la cybersécurité, mais l'image qui vient souvent, c'est le jeune dans son garage avec un sweat à capuche, dans un environnement un peu sombre, donc c'est plutôt masculin. Les quelques femmes que vous voyez, c'est des gens qui ont des mèches de couleurs, qui sont percées, tatouées de partout. Voilà. Enfin, ça, c'est complètement un stéréotype, c'est pas le cas. Donc nous avons des jeunes, enfin des hommes et des femmes qui vivent normalement, qui ont une vie de famille, on a des mamans, et donc il y a moyen tout à fait d'avoir une vie normale tout en étant un cyberdéfenseur et en faisant face aux autres. Ça, c'est le premier stéréotype. Deuxième chose, les gens s'imaginent aussi que c'est un métier hautement technologique. Alors évidemment, il y a une partie technologique, mais il n'y a pas que ça. Nous avons beaucoup de sujets aussi de sensibilisation, nous avons des sujets aussi de juridique, nous avons des sujets fonctionnels, comprendre les métiers, et pour cela, il n'y a pas besoin d'être un as du codage. Donc, le numérique, ça n'est pas uniquement des gens qui ont Bac plus 17 en technologie. Voilà. Donc il faut absolument tuer les stéréotypes. Et enfin, comme vous le disiez, je pense qu'il faut traiter le problème à la source. Donc c'est important, d'aider les reconversions. Donc pour information, hier on a annoncé avec Microsoft et Simplon une école de reskilling pour amener vers les métiers numériques des gens qui avaient fait d'autres formations jusque-là. Donc voilà, donc on prend ce genre d'action. Deuxièmement, il y a un sujet aussi de créer des vocations très tôt. Donc le lycée c'est bien, mais je pense que c'est même trop tard. Je pense qu'il faut aller directement au collège. Voilà, 6e, 5e, 4e, 3e. Et je pense qu'il faut absolument que les professionnels viennent à la rencontre des enseignants pour venir un peu témoigner. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'attirer, entre guillemets, ces jeunes femmes et même ces jeunes hommes, parce qu'il y a une pénurie un peu globale, c'est de venir expliquer ce que c'est que ces métiers. Parce que je pense que ce qui est paradoxal, c'est que tous nos jeunes utilisent le numérique. Tous, ils sont scotchés parfois un peu trop, malheureusement, sur leur téléphone ou leurs écrans ou leurs jeux. Mais ils n'imaginent pas tout ce qu'il y a derrière et tous les métiers. Et il y a énormément de métiers d'avenir, de métiers passionnants. Je peux vous dire, vous venez voir les gens chez nous, les 350 personnes, elles sont passionnées, elles s'éclatent, elles s'amusent. Moi, j'aurais rêvé de démarrer comme ça ma carrière il y a 25 ans. Donc voilà, donc il faut qu'on vienne communiquer, qu'on vienne à leur rencontre, qu'on donne les métiers, les femmes, mais aussi un truc qui est important chez nous, en tout cas chez Advance, on veut porter la diversité au sens large. Et ce n'est pas que sociétal, même si c'est aussi une volonté, mais c'est aussi un besoin. Nous, on se bat face à des cybercriminels. C'est des gens qui recrutent de manière très diversifiée, qui ont des moyens quasi illimités. Quand c'est des États, c'est illimité. Quand c'est des cartels, ils ont des trésors de guerre monstrueux, dignes du CAC 40. Et ils sont très divers. Et pour faire face à eux, il ne faut pas qu'en face, on aligne des clones. Il faut qu'on aligne des gens très diversifiés. C'est pour ça que chez Advance, on lutte énormément pour avoir... Donc c'est une vraie utilité, au-delà de la conviction sociétale, mais c'est une vraie utilité efficacité business. Donc on veut avoir de la diversité de genre, hommes-femmes, mais aussi la diversité d'origine, que ce ne soit pas que des gens des bons quartiers qui ont eu la chance d'avoir des formations, je dirais, parce que papa et maman les ont orientés vers les prépas, puis vers les grandes écoles. Donc voilà, donc c'est très important, diversité de genre, d'horizon, mais aussi de culture. Oui, parce que c'est la question, vous pourriez effectivement chez Advance avoir des recrutements que masculins, ça ne suffit pas à votre bonheur, c'est ce que vous dites. Vous avez besoin, techniquement et pour le business, d'avoir une sorte de parité. Exactement, on a eu cette intuition il y a déjà quelques années avec le fondateur d'Advance, et on constate la réalité sur le terrain tous les jours. Les jeunes femmes qui nous ont, enfin maintenant moins jeunes, mais qui nous ont rejoints, apportent une vision complètement différente. Typiquement, je donne un exemple. Il y a 2 ans et demi, on a décidé d'aider les hôpitaux. Parce que chez Advance, on a une vraie volonté sociétale. On a même créé un fonds de dotation Advance for People and Planet il y a 1 an. Et il y a 2 ou 3 ans, on s'était dit on va aider les hôpitaux. Parce que c'est des gens, des systèmes très très mal protégés et qui sont victimes aussi d'attaques. Et on avait même lancé un programme Protégeons ceux qui nous soignent. Alors, on ne savait pas qu'il y aurait le Covid 6 mois après, mais heureusement, parce qu'à date, on protège une 60aine d'hôpitaux et je peux vous dire qu'on a empêché
un certain nombre d'attaques. Et ce qui est intéressant, on a donné la direction, je dirais, de tout le programme santé à une jeune femme, voilà, et qui pourtant vient d'école de commerce, donc rien à voir, donc aucun bagage technique. Et franchement, elle fait un boulot formidable parce qu'elle sait s'adresser avec des mots très métiers au personnel hospitalier, que ce soit des médecins, des soignants, des directrices ou directeurs d'hôpitaux. Et voilà, elle apporte une vraie différence qu'un pur technologique ne saurait mener, en tout cas pas de manière aussi efficace, quoi. Alors, on sent bien, vous écoutez tous les trois, donc il y a un problème de stéréotype, un problème de formation initiale, d'imaginaire chez les futurs candidats. Comment on fait? Bon, vous avez expliqué Delphine. Alors, Marie-Laure, vous êtes en transit, vous êtes en route, vous n'avez pas quitté, vous êtes toujours là, vous êtes en transit et sur votre téléphone. Comment fait-on, d'après vous, ou selon vous, ou au vu de votre expérience, pour lutter contre ces stéréotypes et aller au-devant ou faire comprendre finalement, si on entend bien nos intervenants, que dans les familles, on peut aussi aborder les questions des métiers du numérique comme on aborde d'autres filières professionnelles, finalement en famille, au moment où on se retrouve devant EduConnect ou Parcoursup. Alors, d'abord, avant de vous répondre directement, je suis un peu triste d'entendre les chiffres que j'ai oublié votre prénom, madame. Delphine. Partie de la filière RSI, en disant qu'il y avait un quart des élèves des lycéens qui étaient des jeunes filles, alors que sur les chiffres 2020 que nous avons, dans nos entreprises, nous avons seulement 23% de salariés qui sont les femmes. Donc ça veut dire, heureusement, il n'y a pas que la filière RSI qui amène au secteur du numérique et au métier du numérique, mais je trouve quand même que ça reste relativement faible. Alors comment est-ce que l'on fait? Effectivement, il faut que l'entreprise pénètre beaucoup plus tôt dans les écoles pour aller sensibiliser à la fois les élèves et les enseignants à ce que sont les métiers du numérique. Et monsieur le disait très bien, évidemment, les métiers du numérique et de la cyber souffrent de stéréotypes qui ne sont pas très engageants pour les jeunes filles. Et les métiers du numérique ne sont pas que des métiers de techniciens et d'ingénieurs. Il y a tout un pan des métiers du numérique qui sont aussi de transformation de métiers traditionnels et avec une couche numérique rentre complètement dans le champ des métiers dits du numérique. Je prends le métier du web marketing, du web design, tous ces métiers qui viennent apporter des couches supplémentaires sur les couches, certes soft par rapport aux couches plus hard du numérique, mais qui sont aussi déjà un premier pan. Donc il faut aussi apprendre très tôt que les métiers du numérique sont aussi des métiers de transformation des métiers traditionnels. Et comme ça, on a peut-être moins de choc de culture entre ce que sont les représentations des enseignants sur les métiers du numérique, parce que je parle de représentation des enseignants, ce n'est pas une critique, c'est par méconnaissance. Et donc nous, notre rôle le rôle de l'entreprise, et c'est ce qu'on s'efforce de faire avec la Fédération Syntex, nos grands travaux et nos grands chantiers à venir, c'est de travailler sur comment est-ce qu'on va sensibiliser dès le primaire, dès le collège, les élèves et les enseignants à ce que soit la réalité des métiers du numérique et des entreprises du numérique. Et il y a des choses très vertueuses, notamment en cybersécurité, vous l'avez dit, de pouvoir défendre le bien commun, le bien des entreprises. Et c'est très valorisant pour un jeune de s'orienter vers ces dominants. Donc il faut aussi, je pense, revoir son état d'esprit. Delphine, alors vous parliez des enseignants, leur culture du numérique, en tous les cas des métiers potentiels. Mais c'est un chantier colossal, donc, oui. Parce qu'il y a tout un tas de choses à déconstruire finalement.
Complètement, parce que il faut savoir que les sciences de l'ingénieur, ça existe depuis pas mal de temps, que NSI est arrivé, donc le numérique est arrivé là en 2019. On a demandé aux enseignants, donc à ceux qui étaient volontaires, de se former, de passer un DIU pour pouvoir enseigner en NSI. Voilà, c'est tout neuf. Alors effectivement, c'est un chantier qu'on prend très au sérieux sur l'Académie de Paris et j'imagine bien les autres académies aussi. Et donc ces enseignants, là, moi je suis arrivée l'année dernière, mais en tout cas cette année, nous avons mené à la DAN de vraies actions auprès des enseignants pour les sensibiliser à cette réalité de terrain. Et quand nous proposerons les actions, nous les proposerons bien évidemment, nous nous adressons aux chefs d'établissement et ils s'adressent à leurs enseignants pour qu'il y ait déjà une prise de conscience des enseignants et qui, donc, bien évidemment, ça va faire boule de neige auprès des élèves. Et donc, toutes les actions que nous menons, ça va être des actions, comme ça, qui vont parler à tous. Et lorsque nous menons nos actions et qu'on leur dit, voilà, on va vous présenter 3 femmes dans les métiers du numérique, obligatoirement, ces actions-là, elles sont faites aujourd'hui par l'académie proposée aux enseignants, mais ça leur permet aux enseignants après de se saisir de cette forme de projet auprès de leurs élèves et de la proposer aussi. Mais j'ai une question, est-ce que chez ces enseignants, il y a une majorité d'hommes ou de femmes ? C'est une très bonne question. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres. La question que j'ai posée, pour être très précise ce matin à Philippe, c'est effectivement, en SNT, c'est un enseignement où tous les enseignants peuvent enseigner la SNT. D'accord ? En NSI, ceux qui se sont lancés dans la formation sont essentiellement des enseignants de matières scientifiques. Donc ça a été maths, physique, SVT. Voilà, je ne peux pas dire s'il y a plus d'hommes ou de femmes, parce que je n'ai pas fait d'enquête, donc je ne veux pas m'avancer là-dessus. Mais je pense avoir la réponse. Oui, voilà. On l'imagine. Alors, en descendant, je termine avec vous. Oui. Plus bas pour justement la représentation. On sait par exemple que dans les écoles primaires, ce sont surtout des maîtresses plutôt que des maîtres d'école. Donc là aussi, la représentation pour les différents métiers. Est-ce qu'il n'y a pas des ajustements ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles vous réfléchissez ? Je poserai la question à vous aussi, David, sur votre point de vue, cette fois côté entreprise. Alors oui, il y a un projet qui se nomme IOTA, qui est porté par le ministère, qui est vraiment mis à la charge donc, des enseignants du primaire. Et donc ces projets-là sont vraiment déjà en place sur les classes de primaire. Je voulais juste rajouter par rapport au secondaire, sur la formation des enseignants. On a parlé, donc ça datait de 2019, les enseignants volontaires ont passé un DIU, mais aujourd'hui il y a un CAPES qui est ouvert. Donc maintenant, on pense bien que ça va être plus de femmes. Voilà, femmes et hommes. C'est-à-dire que voilà, là, on aura vraiment une visibilité et une parité. Alors, vous avez chez Advance la volonté justement d'aller au contact du monde éducatif, de l'école, collège, des enseignants, des parents aussi. On voit que les parents ont un rôle crucial. Exactement. Je pense que c'est très important. Ce que vous disiez tout à fait juste. Je pense qu'il y a des sortes de modèles qui se sont créés, des stéréotypes. Donc, en primaire, c'est des maîtresses. On parle beaucoup moins de maîtres d'école. Et voilà, un prof au lycée de numérique, mes filles sont au lycée toutes les deux, elles ont 2 profs masculins. Donc je pense que c'est très important de créer des rôles modèles, de créer des ambassadrices du coup. Pour information à nous, dans notre société, on change d'identité de marque la semaine prochaine, on a prévu une campagne et on va mettre en avant plutôt des collaboratrices pour montrer aussi que c'est des femmes tout à fait normales qui ont une vie par ailleurs et je pense que tout le monde doit faire ça et avec grand plaisir. Nous on commence déjà à aller dans les collèges et lycées. Et donc, si on peut aider sur l'académie, on sera ravis d'aller expliquer sur le numérique, sachant que pour nous, il y a vraiment 2 sujets. On veut attirer du monde dans cette filière, mais il y a aussi un sujet d'éduquer au risque numérique. Comme je le disais tout à l'heure, le numérique est partout, il est utilisé par vos petites têtes blondes ou brunes ou rousses, et il y a aussi plein de risques attachés à ça. Enfin, je ne sais pas si vous regardez un peu ce que font vos enfants, mais honnêtement, il y a plein, entre le cyberharcèlement, les fake news,
enfin, sans parler des attaques, de détournement de data, etc. Enfin, il y a plein de choses et je pense qu'il est aussi essentiel d'éduquer tous les enfants à un certain âge à ce risque-là. C'est quelque chose qu'a fait Israël il y a très longtemps, ils sont beaucoup plus affûtés que nous maintenant. Je pense qu'il faut faut arrêter d'être naïf, il faut absolument au moins éclairer là-dessus et puis par la même occasion créer des vocations, parce qu'encore une fois, c'est un métier passionnant, où on peut tout à fait avoir une vie de famille équilibrée avec ça. Un dernier tour de table avec vous, Delphine et Marie-Laure, on vous donnera la parole, et puis ensuite il y a une intervention dans la salle, et on va essayer on va déborder un peu, mais on va essayer de tenir le délai de la table ronde avant les ateliers. Delphine, vous voulez compléter? Juste, je voulais répondre, parce que c'est très très vrai sur cette sensibilisation de nos jeunes au risque du numérique, et aujourd'hui, vous avez certainement tous entendu parler de PICS. PICS, c'est la certification aux compétences numériques chez nos jeunes. Et donc cette certification est obligatoire en 3e et en terminale. Et donc là, c'est vraiment une sensibilisation parfaite sur ce qu'est le numérique. Voilà. Oui, ça existe. Ça existe. Marie-Laure, vous êtes toujours là avec nous? Est-ce que vous nous entendez? Bon. Je crois qu'il y a un petit souci, elle doit être en train de se garer. On a encore quelques minutes ensemble. Je voulais vous faire circuler quand même la parole aussi dans la salle sur des témoignages ou des commentaires ou des questions. Et je vois une main qui se lève tout au fond. Alors, levez-vous. Ouais, parlez fort. Bonjour, je m'appelle Muriel Brunet. Je suis maintenant responsable du programme éducation numérique à EMIA. J'étais précédemment au ministère de l'Éducation nationale à la direction du numérique, donc d'une ancienne collègue, et je me suis occupée de la mission Filles numérique. Alors, je suis d'accord avec à peu près tout ce que vous avez dit, et je trouve génial toutes les actions que vous mettez en place avec Philippe Paillard dans l'académie. Il y a une chose qui n'a pas été dite, et je pense qu'il faut la dire, c'est qu'au fur et à mesure, finalement, on s'est rendu compte qu'on transmettait un numérique genré. On transmet les sciences et le numérique à nos têtes blondes brunes, comme vous avez dit, de manière genrée. Parce que nous-mêmes, on vient d'une éducation, d'une société qui est discriminante. Et que du coup, il y a des tas de biais qu'on véhicule dans l'enseignement. Et là, je suis ravie que maintenant, tous les nouveaux enseignants ont 18 heures de formation obligatoire à l'égalité, parce que c'est peut-être ce qui peut faire switcher les choses avec le temps, mais que si on ne se rend pas compte, je reviens sur les rôles modèles et les marraines. Clairement, il y en a qui sont contre-productifs et contre-productives, donc qui vont venir et vraiment avec de toute bonne foi, avec beaucoup de sincérité, parler de leur métier et qui en fait vont faire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'elles vont bloquer. Alors, nous, à EMIA, alors j'en parle encore plus librement parce qu'on l'a mis en place avec la DNE, donc la Direction numérique pour l'éducation, on a un dispositif qui s'appelle Chiche. Et Chiche, ça vise à faire rencontrer un ou une scientifique à chaque classe de seconde en SNT. Et bien, quand on a su ça, on a mis en place 3 tutoriels de 3 minutes. Franchement, consultez-les, c'est apprendre à gérer la mixité dans un groupe. Qu'est-ce que c'est qu'être rôle modèle quand on est femme et quand on est homme? Et comment finalement capter l'attention des filles quand elles viennent avec des a priori? C'est juste la base pour que, au moins, toutes les actions qu'on met en place soient encore plus impactantes. Voilà, et tant qu'on n'agira pas là-dessus, dès la maternelle, on transmet les sciences et les numérique. Merci beaucoup pour cette intervention qui amène d'autres réponses et du débat, c'est super. Il y a des micros quand même qui circulent. Oui. C'est pour vous, monsieur, chez Advance. Vous nous avez dit que vous recrutiez 30% de femmes dans les recrutements d'Advance. Aujourd'hui, Advance, c'est quoi le taux de féminisation de votre société globale? Je pense qu'on doit être à 25% aujourd'hui. Donc, parce qu'en fait, on a... Non. Ouais, 25%. Voilà. 25%. Sur ces 25%, est-ce que vous savez faire la différence entre les fonctions support et les fonctions techniques? Alors, je ne vais pas vous le donner, mais en tout cas, on a des fonctions support assez petites comparées au reste. Donc, ça reste assez... Enfin, je vois où vous voulez... Oui, non, mais c'est pour savoir. C'est parce que... Non, mais ça reste vrai aussi dans les fonctions non
Et dans les 30%, c'est essentiellement des fonctions techniques. Techniques, fonctionnelles, en gros des gens métiers qui travaillent. Très bien. Et je vais vous donner un exemple. On a une équipe de tests d'intrusion, donc c'est des gens éminemment. Et le responsable de cette équipe est une femme. La patronne des opérations France est une femme. Donc on a vraiment. Ouais. Parce que vous êtes un cas un peu particulier, parce que quand on discute avec beaucoup d'autres entreprises du secteur numérique, il y a toujours cette dichotomie qui est mal faite. Non mais en gros, je vais vous dire pourquoi on a ça, on a de la chance, mais on capte effectivement pas mal, et je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en fait, on a une raison d'être sincère et qui touche particulièrement, et on a beaucoup de cooptation. Et du coup, voilà, donc on arrive à capter une proportion importante. Maintenant, clairement, au global, il n'y en a pas assez. Ce que je vous disais en introduction, c'est 11% le taux dans nos secteurs. Donc il faut absolument qu'on augmente ça, faire au moins aussi bien que le numérique, et puis j'espère le dépasser, quoi. Exactement. Alors je crois qu'on a retrouvé Marie-Laure qui s'est à nouveau connectée avec nous. Vous êtes là maintenant à nouveau, Marie-Laure. On en était effectivement à parler des leviers pour changer tout ça. Quelle est la conclusion que vous pourriez nous faire? Écoutez, nous on a plutôt un projet d'entreprise qui repose sur deux pieds. Je dirais le premier, on veut devenir le premier acteur cybersécurité en Europe. Et le deuxième, on va avoir un impact sociétal fort. Et voilà, donc c'est nos deux projets. Typiquement, on a mené des actions, je crois qu'on a fait en commun, parce ça fait 2 ans et demi qu'on a une association qui s'appelle Linked Out. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas qui travaille avec l'APEC et qui remet à l'emploi des gens très éloignés de l'emploi. Donc voilà, on a été les premiers à les accompagner il y a 2 ans et demi. On avait un bateau qui a fait le Vendée Globe et on leur a offert nos couleurs et du coup on les a aidés à accélérer. Et voilà. Et donc on a ce double projet. En fait, ce qu'on pense très fortement chez Advance, c'est qu'en fait on a face à nous de grands défis, des défis de diversité, d'inclusion, d'écologique, etc., etc. En France, on a un peu tendance, vous parliez tout à l'heure on aimait bien se plaindre en France. On a un autre défaut, on a tendance à penser que tout doit venir du public. Donc évidemment que le public a son rôle à jouer, mais ce qu'on pense profondément tous chez Advance, c'est que chaque individu a un rôle à jouer en tant qu'électeur, citoyen, consommateur, mais aussi chaque entreprise. Et nous, on a décidé de faire notre part, on n'est pas les seuls, mais on fait notre part et on espère inspirer un maximum d'entreprises comme celle-là. Et franchement, ça parle à pas mal de gens. Donc moi, j'ai la cinquantaine, donc ça parle de plus en plus à des gens de mon âge, mais ça parle aussi énormément à la nouvelle génération. Donc, et quelque part, ce qui est assez sympa, c'est que les deux modèles s'alimentent. Parce qu'en fait, plus on est en réussite sur la partie cyber, plus on génère de moyens. Et plus on génère de moyens, plus on peut mettre de moyens pour le fonds. Et en fait, le fonds aussi, le fonds et nos actions sociétales attirent et fidélisent nos collaborateurs. Et c'est notre plus grande, je dirais, notre plus grande ressource. Donc, dans un secteur en pénurie de talent. Donc, les deux s'alimentent. Merci beaucoup de cette précision. Alors, on a beaucoup parlé effectivement de l'orientation et finalement des très jeunes. Moi, j'ai envie de dire aussi que sur les métiers du numérique, il ne faut pas oublier, et vous l'avez dit monsieur, il ne faut pas oublier tous les gens qui peuvent être en reconversion ou en réorientation. Parce que là, nous avons une manne avec tous les gens qui sont demandeurs d'emploi ou qui arrivent à se poser des questions à un moment de leur carrière, en voulant changer de voie. Et il faut aussi que les consultants en évolution professionnelle soient en mesure d'orienter les salariés vers ces métiers du numérique. Et donc, c'est sur toute la chaîne de valeur et tout au long de la vie du salarié que l'on doit sensibiliser au métier du numérique. Parce qu'à 40 ans, on peut très bien se réorienter vers ce secteur-là. On peut très bien trouver des gens qui travaillent dans la cybersécurité. Moi, j'ai moi-même un de mes anciens collaborateurs qui est des consultants en recrutement, qui s'est trouvé une passion pour le numérique et qui désormais travaille dans une école de cybersécurité à Vannes. Il est enseignant sur ces métiers-là. Et donc en fait, il avait vraiment une mutation. Il oriente les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il y a de la formation continue, sur ces métiers. Donc toute la chaîne de valeur, et on doit faire un effort sur toute la chaîne de valeur. Voilà ce que j'ai envie de dire en termes de conclusion. Et que finalement, il ne faut pas être défaitiste. On a aussi
une grande chance en France d'avoir des entrepreneurs qui se posent de bonnes questions. Ils n'ont plus le clivage qu'on a connu, le paritarisme de la règle de monde entre les syndicats salariés et les syndicats patronaux. On sait qu'on doit travailler ensemble et qu'on co-construit la société de demain. Merci beaucoup. On vous libère, Marie-Laure Collet, parce que vous êtes en transit et en partance surtout, et on va clore aussi cette table ronde avec vous deux. En mot de conclusion, est-ce qu'on peut dire que désormais il faut agir finalement, ce qu'on disait en introduction, c'est plus la stratégie du colibri, mais comme dirait un célèbre explorateur, celle du piranha, c'est-à-dire agir à tous les niveaux. Ah oui, oui, tout à fait. Il faut vraiment agir à tous les niveaux, et c'est nous ce qu'on a ce credo sur Paris, c'est vraiment sur tous les niveaux de classe et avoir des actions bien représentatives sur l'Académie de Paris pour tous les niveaux, et être bien présent dans les établissements, leur dire qu'il y a des actions éducatives qui sont menées, qu'on est auprès des enseignants, auprès des chefs d'établissement aussi, parce que aussi la sensibilisation, et puis voilà, c'est vraiment de la primaire à la terminale et voire plus haut. Et puis je le redisais, l'action aussi qui doit être en jeu, c'est les études supérieures, parce que tant que les prérequis seront, les grandes écoles acceptent maths, physique et uniquement ça, NSI ne sera pas choisie par de nombreuses jeunes filles. David, il faut faire des jobs d'été. On entend en ce moment, on cherche partout des jeunes étudiants pour travailler l'été. Peut-être que c'est un moyen de faire découvrir des métiers. Non, pourquoi pas. Et en tout cas, moi, ce que je pense, il faut vraiment qu'on crée de plus en plus de liens entre le monde éducatif et le monde professionnel. En tout cas, moi, je suis persuadé, enfin, nous, on est un exemple, mais je suis sûr qu'on n'est pas les seuls. On est prêts et on serait ravis de venir à la rencontre du monde éducatif pour témoigner. Et permettre, je pense que c'est vraiment un sujet d'orientation, casser un peu les stéréotypes et donner, éclairer sur parce qu'en fait il y a aussi plein de gens qui font des choix qui regrettent après, dans 10-20 ans après, donc leur donner les moyens de faire les bons choix et donc d'aller vers le numérique. Voilà. Alors il y a une autre intervention et on vous écoute. Alors est-ce qu'on peut vous passer ou vous parler? Ouais, c'est parfait, allez-y. Je vais me présenter, donc je suis Dorothée Roch, je suis la directrice de Ecomtech, qui est une association qui promeut l'informatique auprès des adolescents à travers des programmes de sensibilisation dans les établissements, en partenariat avec l'Académie de Paris notamment, mais aussi après des programmes plus longs d'immersion, d'initiation au numérique. Je voulais juste apporter un regard aussi, peut-être un petit peu complémentaire de ce qui a été dit, c'est que nous on commence à accompagner, on a une communauté de plus de 300 filles qui est active aujourd'hui. On commence aussi à les voir grandir, arriver dans le supérieur, et malheureusement elles ont fait ce choix et elles se cassent les dents parce que beaucoup de sexisme, aussi beaucoup de discrimination dans leur parcours. Donc je pense que c'était juste mon envie de contribution dans le débat de ce jour. Quand vous dites sexisme, c'est de leur environnement, de l'entreprise dans lequel, ou partout? Par exemple, après il y a plein de façons de l'appréhender. Il y a une étude hyper intéressante qui est sortie, vous avez peut-être connaissance, qui est l'étude du centre Hubertine-Auclair, qui porte sur le lycée justement, et qui approfondit quels sont les mécanismes de ce qu'ils appellent la fabrique de l'incompétence. Et donc c'est à la fois des stéréotypes, c'est à la fois, vous en parliez, des fonctionnements dans une salle de classe quand on est une minorité, donc comment est-ce que la pédagogie a des incidences, etc. Enfin, c'est plurifactoriel et c'est tout un système qui fait que même si les filles y vont, malgré tout, elles sont dans des situations de difficulté. Donc voilà, je voulais juste amener ça parce qu'on dit les filles, c'est super, mais bon, c'est aussi en fait la société dans son ensemble de bouger pour faire en sorte qu'une fois qu'elles y vont, elles soient vraiment welcome, quoi. Oui. Encore un commentaire ou dans la salle ou autre, c'est vrai, Lamia, je vais vous lever la main et on va continuer à faire un petit tour de table. Alors moi je vais être un peu moins bavarde, donc c'était très bien ce que tu viens de dire. Je vais simplement dire que j'ai l'impression que par le passé on nous avait demandé, on nous avait pas demandé notre avis quand il a fallu faire des maths et de la physique. C'était des matières obligatoires et aujourd'hui on laisse le choix. Donc la question est-ce qu'il faut laisser le choix quand on est tout jeune? Parce que c'est aussi une façon et un levier d'emmener des plus jeunes vers des choses qui sont un peu inconnues et laisser la découverte se faire au plus jeune âge. Enfin, je ne comprends pas qu'on laisse le choix si on a des urgences, Oui. des impératifs. Alors, Delphine, peut-être une réponse. Oui. Vous posez cette question-là. Alors oui, c'est pas vous qui faites la réforme, mais. Et voilà. Et on va pas y revenir. Merci.
Mais je vais quand même apporter une réponse qui me semble un peu logique. Cette réforme, elle a été faite dans le sens où justement il y avait, donc je pense qu'on est tous de ces années-là, si on voulait faire de bonnes études, fallait être maths physique, voilà, fallait faire S. Et puis, j'estime que cette réforme, elle permet aussi l'égalité dans les formations et une possibilité d'ouvrir à la culture avec 3 spécialités en première. Et c'est largement réfléchi. C'était pas pour mettre un mur aux lycéens quand on est passé de 3 à 2. C'était vraiment pour ouvrir à la culture et à l'ouverture d'esprit. Après, bien évidemment, on demande à nos jeunes de choisir. Et c'est là où le bas blesse. C'est que les études supérieures, obligatoirement, vont dire... Et là, moi, j'ai discuté avec le proviseur de Condorcet il y a 2 heures de ça. Il me disait, moi, j'ai des élèves, 600 maths, et il faut quand même choisir en maths en terminale parce que c'est là où ils veulent aller. Et on ne peut pas dire non. Donc voilà, répondre, je ne peux pas répondre, c'est oui ou non. Ce que j'y vois, c'est qu'en fait, on essaye d'aller vers plus d'égalité et d'arrêter cette hégémonie des matières scientifiques où quand on faisait ES, L, c'était une catastrophe aux yeux de tous. Alors si c'était les autres, n'en parlons pas. Donc moi, je pense qu'il y a aussi du bon. Et puis, il ne faut pas oublier le rôle des parents dans tout ça. Ils ont une part essentielle dans la construction de leurs jeunes, et aussi il faut avoir des actions auprès des parents. Ça, j'y crois fortement. Vous n'avez pas d'infos pour la rentrée sur les maths, retour dans le tronc commun ou pas? Alors, on continue la parole. Moi, je suis enseignante en maths, je représente une école numérique, et notamment un centre de formation. Et je pense que le numérique, on peut l'apprendre très rapidement, et pas forcément avant, pas au collège, pas au lycée. Par contre, il faut des bonnes bases scientifiques. Et alors, je suis un peu comme madame, du moment qu'on demande aux jeunes de choisir entre les matières qui font plus de maths et de sciences, ça m'inquiète. Pour la suite. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le discours que j'ai entendu. L'informatique, il faut quand même du contenu. Ça ne s'apprend pas sans contenu. Avec les matières scientifiques. Je ne comprends pas pourquoi on fait un clivage entre les maths, le numérique et les sciences à la rigueur. Pourquoi on n'inventerait pas une matière, je ne sais pas, elle existe peut-être, au lycée, sciences de l'ingénieur, je ne sais pas pourquoi on saucissonne ces matières-là. Voilà. Donc là, c'est même pas vous qui pouvez répondre. Donc voilà. Mais c'est une très bonne question. Mais vous pourrez la faire remonter. Oui, bien sûr. L'apprentissage, c'est une bonne solution pour former au numérique rapidement avec l'aide de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on forme avec les professionnels, et pas qu'avec des enseignants. Les enseignants, ils n'ont pas forcément l'âme du numérique, puisqu'ils ont peut-être mon âge, ils ont 50 ans, ils ont appris ça sur le tard, mais ce n'est pas des jeunes. Donc, former avec des professionnels du métier, là, ça devient intéressant et on peut apprendre très vite. Merci beaucoup. On va prendre deux dernières prises de parole. Il est 28. On arrête à 30 parce qu'après, il y a d'autres choses. Si on ne veut pas finir à 20h ce soir, ce serait super. Allez-y. Oui. Bonjour. J'ai un centre de formation Codata School en Big Data. Je suis docteur en intelligence artificielle et je voudrais intervenir en 2 points. Alors le premier point, c'est pour rebondir sur la notion de rôle modèle de Muriel Brunet. C'est-à-dire que j'ai fait une thèse, mais en fait, initialement à 15 ans, si on m'avait dit tu vas être docteur, etc., je pense que j'aurais été incapable de me projeter dedans. Du coup, je pense que pour les rôles modèles, ça serait intéressant de montrer un continuum, c'est-à-dire des femmes à bac+2, à bac, à tout niveau, techniciennes ou pas, etc. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, pour rebondir sur les conditions par rapport au sexisme, qu'en tant que femme, on a peut-être toutes subi. Après, voilà. C'est intéressant pour casser ces mécanismes de définir des critères, et je crois qu'il y a un critère, alors je ne connais plus le nom de ce critère, en termes d'évolution de carrière, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a pas mal de femmes qui, vers l'âge de 35 ans, quittent les milieux techniques, puisqu'elles n'ont pas eu des... alors,
pareil, je ne pourrais pas citer la source, puisqu'elles ont été un petit peu déçues, après avoir fait Bac+5, Bac+8 en informatique, elles sont parfois déçues de la carrière qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Après, elles se lancent dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres choses. Donc je pense que c'est intéressant de mettre en place des critères pour évaluer l'évolution de carrière de toutes les minorités afin de lever des points d'alerte, si jamais il y en a, pour justement pas décourager les talents. Merci beaucoup pour l'intervention et dernière prise de parole dans la salle avant de partir sur les ateliers. Alors, extrêmement rapidement, moi, je suis entrepreneur dans la tech, j'ai créé plusieurs entreprises de logiciels et ça fait 10 ans que je me pose cette question, pourquoi y a-t-il voire de moins en moins de filles dans nos écoles d'ingénieurs et autres écoles d'informatique. J'en ai discuté avec le fondateur de Simplon.co, puisque c'est aussi une source de recrutement dans nos entreprises. Et il m'a signalé un point que je trouve intéressant à remonter ici, c'est que cette question de genre dans nos écoles, elle est très occidentale en fait. C'est très français, européen, américain. Dans les pays du Maghreb et en Asie, on a nettement moins ce problème, notamment parce que les pères poussent leurs filles à faire des études d'informatique. Ce sont des métiers qui sont propres, qui sont safe et qui sont bien payés. Voilà, donc c'est juste une explication, effectivement, le biais culturel que nous avons dans nos sociétés, qu'il n'y a pas ailleurs. Merci beaucoup. Alors, vraiment parce que c'est vous. Hein. En plus. Non. Attendez, on va vous donner le micro parce que comme ça on entend mieux quand même. Merci Peggy. Et après on... Donc désolé, je suis arrivé en retard en plus, donc je m'excuse. Mais juste rebondir sur ce chiffre, en fait, parce que je l'ai du coup étudié. En fait, je suis enseignant de mathématiques aussi et je forme des collègues dans les Hauts-de-France en SNT. Et en fait, c'est un chiffre un peu qu'il faut regarder très précisément parce que oui, c'est considéré comme un métier propre, mais en fait, c'est considéré comme un métier qu'on peut faire à la maison. Et donc, en fait, ça réenferme les femmes, entre guillemets, chez elles pour garder les enfants et les parents. En fait, c'est un chiffre qu'il faut vraiment regarder avec précaution, quoi. Il y a beaucoup de choses et on pourrait effectivement continuer à en débattre. Ce que je vous propose, si vous voulez bien, je voudrais remercier qu'on remercie Marie-Laure Collet qui nous a quittés. Merci beaucoup à David Buan d'avoir été là. Merci beaucoup Delphine Stocky pour vos interventions.